Grand 2, équation de Schrödinger et solution. On présente souvent l'équation de Schrödinger comme quelque chose d'incroyable, mais après tout ce que l'on vient de voir, on va la démontrer en quelques lignes. Petit 1, équation d'évolution. Nous allons nous placer dans le cas où h ne dépend pas du temps, et l'on va reprendre la notation à deux variables pour l'opérateur u, histoire de rendre plus clair le déroulé du calcul. Nous avons vu que u de delta t, que l'on va donc réécrire u de t plus delta t ici, pouvait s'écrire au premier ordre de la façon suivante. U de t et de t plus delta t égale l'identité moins i delta t sur h bar fois h. Nous avions également vu que l'opérateur u était régi par la loi de groupe u de taux 1 plus taux 2 égale u de taux 2 fois u de taux 1, soit ici u de 0 et de t plus delta t égale u de t et de t plus delta t fois u de 0 et de t. Question. L'ordre des opérateurs compte? Oui, on passe d'abord de 0 à t, puis de t à t plus delta t. Donc on applique d'abord u de 0 et de t au quête psi de 0, ce qui nous donne psi de t, puis on applique u de t et de t plus delta t à psi de t, ce qui nous donne psi de t plus delta t. Et le produit de matrice n'est pas commutatif, donc attention, l'ordre compte effectivement, et c'est bien dans cet ordre-là. En remplaçant dans cette égalité u de t et de t plus delta t par son expression, on obtient donc l'identité moins i delta t sur h bar fois h, le tout multiplié par u de 0 et de t. Soit en développant u de 0 et de t moins i delta t sur h bar fois h fois u de 0 et de t. On soustrait u de 0 et de t et on multiplie par ih bar sur le delta t des deux côtés. Et par définition, lorsque l'on fait tendre delta t vers 0, ce terme-là est l'expression de la dérivée par rapport au temps de u et de 0 et de t. Et donc, ih bar d rond sur d rond t de u de 0 et de t égale h fois u de 0 et de t. Note, on passe à un d rond plutôt qu'à un d droit, donc à une dérivée partielle, car u pourrait dépendre d'autres variables, par exemple de l'espace. Si le hamiltonien représente l'interaction d'une particule avec un champ magnétique, et que ce champ dépend de la position dans l'espace, l'opérateur d'évolution pour le système dépendra bien sûr de l'endroit où le système se trouve. Donc si u ne dépend que de t, c'est un d droit, mais dans le cas général, ce sera un d rond. Nous allons maintenant voir comment cette évolution se traduit non plus pour l'opérateur d'évolution, mais pour les états eux-mêmes. Par définition de l'opérateur u, on a phi de t plus delta t égale u de delta t appliqué à phi de t. En remplaçant u de delta t par ce qu'il vaut, c'est-à-dire l'identité moins i delta t sur h bar multiplié par h, on obtient phi de t plus delta t égale phi de t moins i delta t sur h bar fois h appliqué à l'opérateur phi de t. On fait à nouveau la même manipulation en soustrayant phi de t des deux côtés et en divisant par delta t. Et à nouveau, ce terme-ci n'est rien d'autre que d rond sur d rond t de phi de t, l'expression de la dérivée par rapport au temps de phi de t. Et l'on a donc d rond sur d rond t de phi de t égale moins i sur h bar multiplié par h appliqué au quête phi de t. Voilà l'équation de Schrödinger, que l'on va réécrire sous une forme un peu plus standardisée en multipliant des deux côtés par ih bar. ih bar fois d rond sur d rond t de phi de t égale h appliqué à phi de t. Alors, pour l'instant, cette équation ne nous dit pas grand-chose. En fait, toute la physique sera dans l'opérateur h. La vraie question en physique sera, quel est le hamiltonien? Quel est l'opérateur qui agit sur les états pour générer les translations dans le temps et qui nous dit comment évolue le système? Si l'on change de système ou de condition, l'évolution sera différente, et donc le hamiltonien sera différent bien sûr. Nous allons commencer par voir que cet opérateur h a bien les propriétés que l'on attend pour l'énergie, et l'on pourra ensuite récupérer ce que l'on sait en physique classique, notamment comment l'énergie est reliée à la vitesse ou à la quantité de mouvement, ou comment l'énergie est reliée aux forces par une énergie potentielle, etc. Et donc récupérer tout ce que l'on sait sur l'énergie des systèmes, et déterminer l'opérateur hamiltonien qu'il faut mettre dans cette équation pour avoir l'équation d'évolution du système quantique considéré. Donc, si l'on connaît l'opérateur hamiltonien, on sait comment les états des systèmes vont évoluer, puisqu'on a leur dérivée. On retrouve que la physique s'exprime à partir d'équations différentielles, ici du premier ordre, mais l'on verra qu'il peut y avoir des termes de second ordre dans H. On va tout de suite passer à la notion d'état stationnaire, qui vont être les états propres de l'opérateur hamiltonien. En effet, nous avons déjà vu que tous les observables faisaient jouer un rôle particulier aux états spécifiques que sont leurs états propres, puisque ce sont les états qui auront une valeur bien définie de l'observable en question. Petit 2. État stationnaire. Note.
À partir de maintenant, que h ne dépende pas du temps sera toujours sous-entendu. Nous avons vu que h était un opérateur auto-adjoint, par conséquent, comme pour toutes les observables que l'on a vues jusqu'à présent, il existe une base orthonormée de vecteurs propres de h. C'est le théorème de décomposition spectrale que l'on a énoncé au chapitre 1. On va noter les vecteurs de cette base ensemble des quêtes n, pour n dans un certain ensemble I, qui peut être un ensemble fini ou infini, peu importe. On a un certain ensemble qui indexe les états propres de l'opérateur h. Ce qui veut dire, par définition d'une base de vecteurs propres, que h appliqué à en donnera un vecteur proportionnel à en. Et l'on notera en, la valeur propre associée en question. Note. On note cette valeur propre par la lettre E, car il se trouve qu'il s'agit de la grandeur énergie, nous allons le voir. Maintenant, intéressons-nous à l'évolution des états propres de h au cours du temps. Nous allons partir d'un état psi de t, qui est à l'instant t égale 0 dans l'un des états propres en de h, soit psi de 0 égale quête en, et regarder comment évolue cet état au cours du temps. Pour cela, appliquons à cet état psi de t l'équation de Schrödinger. IH bar multiplié par d rond sur d rond t de psi de t égale h appliqué à psi de t. On commence par multiplier par moins i sur h bar des deux côtés pour isoler la dérivée de psi de t. Et nous cherchons donc la relation qui relie psi de t à psi de 0. Donc faisons apparaître psi 0, et pour cela utilisons tout simplement la relation donnée par l'opérateur d'évolution, psi de t égale u de t appliqué à psi 0. Intégrons maintenant cette équation, soit psi de t égale l'intégrale de moins i sur h bar fois h fois u de t appliqué à psi de 0 dt. Et comme on a remplacé psi de t par psi de 0, cet état psi de 0 est maintenant une constante, on peut donc le sortir de l'intégrale. Et l'on voit que cette intégrale, ce terme, est donc un opérateur qui, appliqué à psi de 0, donne psi de t, ce qui est précisément la définition de l'opérateur d'évolution, de u de t. Et nous avons donc que u de t égale cette intégrale. Et puisque h ne dépend pas du temps, moins ih sur h bar est une constante, et une fonction qui, quand on la dérive, redonne la même fonction multipliée par une constante, est la fonction exponentielle. Et l'on retrouve donc que u de t égale e puissance moins iht sur h bar. Et donc, psi de t égale e puissance moins iht sur h bar appliqué à psi de 0. Note. Nous avions déjà démontré que u de t égale e puissance moins iht sur h bar. Et nous aurions donc pu, à partir de la définition de l'opérateur d'évolution, arriver immédiatement au résultat ci-dessus. Mais le but était ici de partir de l'équation de Schrödinger. Et nous sommes bien sûr retombés sur l'expression de u de t quand h ne dépend pas du temps. E puissance moins iht sur h bar est l'exponentielle d'un opérateur, dont on rappelle la définition formelle. Appliquons cette expression à psi de 0, et donc à e de n, soit en développant l'expression suivante. Par définition, h appliqué à en égale en. Pour les termes suivants, h carré appliqué aux quêtes en donne h fois en quête en égale en carré quête en. Et de même pour les termes d'ordre supérieur. Et nous avons donc au final cette expression. Et donc à nouveau, e puissance moins ient sur h bar fois en. Donc, si un système se trouve à l'instant 0 dans un état propre du hamiltonien, son évolution temporelle sera donnée par psi de t égale e puissance moins iunt sur h bar fois le ket psi 0 égale e puissance moins iunt sur h bar fois le ket en. Cette équation nous dit qu'au cours du temps, les états propres du hamiltonien évoluent simplement en changeant de phase. Mais l'on a déjà vu que changer de phase ne changeait pas l'état du système, puisque deux états qui ne diffèrent que par un facteur sont le même état. Autrement dit, lorsqu'un système est dans un état propre de son hamiltonien, il y reste. Voilà pourquoi ces états sont dits stationnaires. Alors, quelque chose se passe quand même. La phase varie. Mais une phase globale ne modifie pas l'état du système, et donc l'état du système n'est pas modifié. Du coup, ces états propres qui ont une valeur bien définie en de l'observable h sont caractérisés par le fait que cette valeur en est constante au cours de l'évolution du système. Donc ces états gardent cette valeur bien définie. Et la seule grandeur qui se conserve, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse sur le système, c'est l'énergie. C'est la définition même de l'énergie. On se souvient du théorème de Noether, qui nous dit qu'à chaque symétrie de l'espace-temps est associée une grandeur conservée. Et la grandeur conservée associée à l'invariance par translation dans le temps est l'énergie. Ce sera toujours vrai. Et ici, on voit que cette grandeur en va être conservée quoi qu'il arrive. Si l'on change de système ou de condition, on change le hamiltonien bien sûr. Mais chaque système aura un certain hamiltonien, et cet hamiltonien aura des vecteurs propres, qui auront des valeurs propres, et l'on voit que ces valeurs propres ne varient pas, qu'elles restent constantes au cours du temps.
Donc la grandeur physique associée à H se conserve, et donc H est bien l'énergie, au moins du point de vue des états propres. Mais nous le démontrerons dans le cas général plus loin. Et l'on va maintenant passer à l'évolution d'un état quelconque. Petit 3, évolution d'un état quelconque. Petit a, cas général. Donc, si l'on part d'un état propre du Hamiltonien, c'est trivial, il évolue par une phase. Et l'on voit que cette phase tourne d'autant plus vite que En est plus grand. Maintenant, si l'on a un état quelconque qui n'est pas un état propre, mais qui sera donc une combinaison linéaire des états propres, ce sera différent. Partons d'un état quelconque psi développé sur la base des états propres de H à l'instant 0. Ket psi de 0 égale somme sur n des alpha n de 0, ket En. Et à nouveau, regardons comment cet état évolue. À chaque instant t, on peut toujours développer cet état sur la même base, mais l'on aura alors d'autres coefficients. Ket psi de t égale somme sur n des alpha n de t, ket En. Et la question est donc, comment évoluent les coefficients alpha n de t? C'est simple puisque l'on connaît l'évolution des états de base et que l'évolution de n'importe quelle combinaison linéaire est la combinaison linéaire des évolutions. Par définition de l'opérateur d'évolution, nous avons toujours ket psi de t égale u de t appliqué à psi de 0. On remplace alors psi de 0 par son développement. Ket psi de t égale u de t appliqué à somme sur n des alpha n de 0, ket En. Soit par linéarité, ket psi de t égale somme sur n des alpha n de 0, u de t appliqué à En de t. Mais u de t appliqué à En, on sait ce que ça vaut maintenant, on vient de le voir. U de t appliqué au ket En égale E puissance moins IENT sur H bar ket En. Soit psi de t égale somme sur n des alpha n de 0, E puissance moins IENT sur H bar ket En. Et donc, alpha n de t égale alpha n de 0, E puissance moins IENT sur H bar. Voilà l'évolution des coefficients d'un état quelconque, développé sur la base des états propres du Hamiltonien. Comme on peut le voir, cette évolution s'exprime très simplement. C'est toute l'idée et l'intérêt de travailler dans la base des états propres du Hamiltonien, choisir des états dont on connaît trivialement l'évolution, développer n'importe quel état sur cette base, et du coup savoir comment évolue le système, puisqu'une combinaison linéaire d'états évoluera comme la combinaison linéaire des évolutions individuelles. Et donc, si l'on connaît l'expression du Hamiltonien du système, donc l'expression de sa grandeur énergie en fonction des différentes variables du système, le Hamiltonien étant un opérateur, il suffira de déterminer ses états propres et les valeurs propres associées, et l'on saura faire évoluer n'importe quel système, quel que soit l'état de départ. Alors, si cet état de départ est un état propre, il restera le même puisqu'il n'évolue que par une phase. Par contre, pour une combinaison linéaire, chaque coefficient du développement sur les états de base va différer des autres par sa phase. Et donc, cette combinaison linéaire, somme sur n des alpha n de 0, e puissance moins IENT sur h bar ket En, ne sera pas la même que celle-ci, somme sur n des alpha n de 0, ket En. Voyons cela en détail avec un exemple. Petit b, exemple. Nous allons partir d'une base orthonormée constituée de deux états propres de H, ensemble des quêtes E1 et E2, de valeurs propres respectives E1 et E2. Et l'on va s'intéresser à l'évolution d'un vecteur psi de 0 développé sur cette base. Quête psi de 0 égale alpha 1 de 0 quête 1 plus alpha 2 de 0 quête 2. Note. Dans tous les calculs qui suivent, pour alléger un peu les notations, on aura alpha 1 de 0 égale alpha 1 et alpha 2 de 0 égale alpha 2. Le système évoluera donc de la façon suivante. Ket psi de t égale u de t appliqué à psi de 0 égale alpha 1 u de t appliqué au ket E1 plus alpha 2 u de t appliqué au ket 2. Soit alpha 1 e puissance moins IE1t sur h bar ket 1 plus alpha 2 e puissance moins IE2t sur h bar ket 2. Et l'on voit qu'il y a un déphasage entre les deux vecteurs de la combinaison linéaire. On part d'une combinaison linéaire de E1 et E2 avec les poids respectifs alpha 1 et alpha 2. Et l'on se retrouve à l'instant t avec des poids respectifs différents. Alpha 1 e puissance moins IE1t sur h bar et alpha 2 e puissance moins IE2t sur h bar. Les phases n'ont pas tourné à la même vitesse. Du coup, les vecteurs se sont déphasés, et l'on n'a donc plus la même combinaison linéaire qu'au départ. Donc l'état a évolué. Donc, si l'on est dans un état propre, la phase varie, mais ça ne change rien. Mais si l'on est dans une combinaison linéaire d'états propres, les phases de chacun des états évoluent différemment, et donc globalement, ce n'est plus le même état, puisque l'on ne peut pas mettre cet état combiné sous la forme E puissance iθ facteur de alpha 1 ket 1 plus alpha 2 ket 2. Si l'on pouvait écrire l'état sous cette forme, alors l'état E puissance iθ facteur de alpha 1 ket 1 plus alpha 2 ket 2 et l'état alpha 1 ket 1 plus alpha 2 ket 2 seraient les mêmes, puisqu'ils ne différeraient que par une phase globale. Mais justement, alpha 1 e puissance moins IE1t sur h bar ket 1 plus alpha 2 e puissance moins IE2t sur h bar ket 2
ne peut pas se mettre sous cette forme, sauf si E1 égale E2. Si on a une combinaison linéaire entre deux vecteurs qui ont la même énergie, leurs phases vont tourner à la même vitesse, et à ce moment-là, l'état restera le même. Mais si l'on combine des états d'énergie différentes, chaque énergie entraînera une évolution des phases différentes, et du coup, l'état évoluera. On peut d'ailleurs s'amuser. Calculons le produit scalaire entre psi de t et psi de 0. À l'instant t, ce produit scalaire est donc le bracket psi 0, soit simplement la norme au carré de psi 0, soit module de alpha 1 au carré plus module de alpha 2 au carré. Et l'on prend au départ un vecteur de norme 1, donc ce produit scalaire fait 1. On sait que l'évolution du système ne va pas changer la norme, donc si l'on calcule le produit scalaire psi de t, on doit encore trouver 1. Est-ce bien le cas? Oui, puisque la norme au carré de psi de t est donnée par module au carré de alpha 1 fois e puissance moins IE1t sur h bar plus module au carré de alpha 2 e puissance moins IE2t sur h bar. Or, le module au carré de alpha 1 multiplié par e puissance moins IE1t sur h bar égale alpha 1 e puissance moins IE1t sur h bar 1 étoile e puissance IE1t sur h bar égale le module au carré de alpha 1 fois e puissance 0 égale le module au carré de alpha 1. Même chose pour alpha 2. Et l'on a donc bracket psi de t égale module de alpha 1 au carré plus module de alpha 2 au carré égale 1. Ce qui n'est pas surprenant puisque n'importe quelle évolution unitaire conserve la norme. C'était notre point de départ. Remarque. On note donc ici, puisque les différents modules de alpha n au carré ne sont ni plus ni moins que les probabilités d'obtenir chaque énergie du système quand on fait une mesure, et que ces modules de alpha n au carré restent les mêmes au cours du temps, que la probabilité d'obtenir une certaine valeur En de l'énergie lors d'une mesure ne varie pas. Elle restera constante. Et donc, l'énergie moyenne restera constante également. Nous y reviendrons plus loin. Et cela finira d'ailleurs de démontrer que H est bien l'énergie du système. Par contre, pour une autre grandeur physique que H, les probabilités de trouver d'autres valeurs de la grandeur en question pourront varier. Nous le verrons également. Donc, la norme de psi de t égale la norme de psi de 0, mais ici, on s'intéresse à autre chose. On s'intéresse au produit scalaire entre psi de t et psi de 0. On veut voir à quel point psi de t diffère de psi de 0, de l'état à l'instant de départ. Si E1 égale E2, ce produit scalaire va rester constant puisque les phases vont tourner à la même vitesse. Mais si elles ne tournent pas à la même vitesse, que vaudra le produit scalaire psi de t 0? Nous allons écrire le bras associé à psi de t, donc il faut transformer les quêtes en bras et prendre les complexes conjugués des coefficients. Pour le quête psi de t, nous avions psi de t égale alpha 1 e puissance moins IE1t sur h bar quête 1 plus alpha 2 e puissance moins IE2t sur h bar quête 2. Pour le bras, nous aurons donc bras psi de t égale alpha 1 étoile e puissance IE1t sur h bar bras E1 plus alpha 2 étoile e puissance IE2t sur h bar bras E2, soit le bracket suivant. Nous n'avons plus qu'à développer, sachant que E1 et E2 forment une base orthonormée du système. Donc par exemple, le bracket E1 fait 1 et le bracket E1 E2 fait 0 comme d'habitude. Donc si l'on développe, tous les termes croisés feront 0 et il restera alpha 1 étoile alpha 1 e puissance IE1t sur h bar plus alpha 2 étoile alpha 2 e puissance IE2t sur h bar. Soit module de alpha 1 au carré e puissance IE1t sur h bar plus module de alpha 2 au carré e puissance IE2t sur h bar. Pour clarifier un peu cette expression, nous allons prendre son module au carré, ce qui va nous donner un nombre réel. On développe module de alpha au carré e puissance IE1t sur h bar plus module de alpha 2 au carré e puissance IE2t sur h bar fois le module de alpha 1 au carré e puissance moins IE1t sur h bar plus module de alpha 2 au carré fois e puissance moins IE2t sur h bar, soit module de alpha 1 puissance 4 plus module de alpha 2 puissance 4 plus module de alpha 1 au carré fois module de alpha 2 au carré fois, entre parenthèses, e puissance i facteur de E1 moins E2 fois t sur h bar plus e puissance moins i facteur de E1 moins E2 multiplié par t sur h bar. On peut réécrire cette somme d'exponentielles comme 2 fois le cosinus de E1 moins E2 fois t sur h bar, et l'on obtient au final module de alpha 1 au carré puissance 4 plus module de alpha 2 puissance 4 plus 2 fois module de alpha au carré fois module de alpha 2 au carré fois le cosinus de E1 moins E2 fois t sur h bar. On voit donc que ce produit scalaire, lui, il évolue. Il est modulé par un cosinus qui dépend de la différence d'énergie entre E1 et E2. Et si l'on a la même énergie, E1 égale E2, on a alors cos de 0 égale 1. Et il reste le module de alpha 1 au carré plus le module de alpha 2 au carré, le tout au carré, égale 1. Donc si les états E1 et E2 ont la même énergie,
Les deux phases vont tourner à la même vitesse et le vecteur va toujours rester à une phase près égal à lui-même. Et donc, si l'on prend le produit scalaire, il sera égal à 1. C'est le même état. Mais si E1 est différent de E2, alors l'état est en train de changer. On va prendre un exemple simple avec les coefficients α1 égale α2 égale 1 sur racine de 2. On garde un état normé et on met le même poids sur les deux vecteurs de base, soit 1 quart plus 1 quart plus 1 demi de cos de E1 moins E2 fois t sur h bar, égale 1 demi facteur de 1 plus cos de E1 moins E2 fois t sur h bar. On peut réécrire ce cosinus comme un cos oméga t en prenant oméga égale E1 moins E2 sur h bar. Et l'on va représenter cette expression en fonction du temps. On voit qu'à t égale 0, cette fonction vaut 1, normal, à t égale 0, le vecteur est évidemment en phase avec lui-même. Et puis ce produit scalaire évolue comme un cosinus, avec une moyenne qui vaut 1,5. Et l'on a donc une oscillation autour de la valeur 1,5 en l'occurrence, et l'on touche 0 toutes les périodes du système. On peut d'ailleurs calculer cette période, E1 moins E2 sur h bar fois la période t égale 2pi, soit la période t égale 2pi h bar sur delta E. Donc, si l'on part d'une combinaison linéaire de deux vecteurs propres associés à des énergies différentes, la phase de chacun des vecteurs tournera à des vitesses différentes. Et l'on aura une évolution du vecteur dans le plan de l'espace de Hilbert, définie par ces deux vecteurs de base, psi1 et psi2. Et le vecteur d'état va évoluer jusqu'à être orthogonal à son état de départ. Sur la courbe que l'on a dessinée, les points les plus bas correspondent aux instants où le produit scalaire entre l'état à l'instant t et l'état de départ vaut 0. Donc aux instants où l'état à l'instant t est orthogonal à l'état de départ. À t égale 0, l'état de départ est évidemment en phase avec lui-même, donc le produit scalaire vaut 1, puis les états deviennent orthogonaux, puis à nouveau en phase, puis à nouveau orthogonaux. On a une sorte d'oscillation à une fréquence qui va dépendre de la différence d'énergie. Nous verrons plus loin le cas particulier d'un spin dans un champ magnétique.